1970. Une famille gaspésienne voit sa nuit troublée par des visiteurs nocturnes inconnus. Cette visite laissera la famille sans voix et surtout dans le silence pendant plusieurs dizaines d'années. Jusqu'à aujourd'hui. Nous entrons aujourd'hui dans un format différent. Étant quelqu'un de très ouvert d'esprit, très ouvert à l'ésotérisme, j'ai reçu plusieurs témoignages de membres de la famille, amis, et même des inconnus par certaines occasions, qui vont s'ouvrir à moi et qui vont me raconter leurs histoires qui, pour eux, ont une connotation paranormale. Comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, ce n'est pas mon genre de croire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Par contre, j'aime me dire que ces gens ont vécu quelque chose. Que ce soit paranormal ou non, ces gens ont vécu une expérience et ils ont droit d'être entendus. Et aujourd'hui, de manière totalement anonyme, je vais livrer leurs témoignages. Ils ne resteront plus dans le silence et maintenant, la lumière sera posée sur leurs histoires. Étant moi-même gaspésien d'origine, il ne faut pas se surprendre que la grande majorité des histoires ou des témoignages que j'ai reçus proviennent de cette région du Québec. Ce n'est pas parce que la Gaspésie est une fourmilière à événements paranormaux, ce n'est pas non plus causé par l'abus d'alcool ou de drogue des témoins, je vous rassure. Néanmoins, j'ai passé la plus grande partie de ma vie entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent en faisant un léger passage vers notre capitale nationale, mais la majorité des témoignages que j'ai reçus viennent de ces deux régions respectives. Dépendamment du succès de cette chaîne, peut-être que les témoignages que je recevrai viendront de plusieurs régions du monde. En attendant, nous entrons aujourd'hui dans une sphère que nous n'avons toujours pas abordée dans cette chaîne, et c'est la vie extraterrestre. C'est en discutant avec des membres de la famille et de leurs amis que j'ai découvert cette histoire rocambolesque. Tout en s'assurant de rester loin des oreilles indiscrètes, Martin a pris le temps de me raconter son épopée. Je tiens à dire que les noms sont fictifs. Et le pire là-dedans, ou le mieux, tout dépendamment comment vous voyez ça, c'est que Martin n'a pas vécu cette histoire seul. Bien au contraire. Toute sa famille était là pour y assister. C'est donc dans les années 70, aux portes de la Gaspésie, où vivait une famille d'agriculteurs. Une famille stricte, une famille pieuse. Les parents de Martin, mariés depuis très longtemps, vivaient totalement sous l'emprise de leur religion. Il n'y avait que ça d'important pour eux. Mériter leur place au paradis et éviter de vivre éternellement en enfer. Martin m'expliquait donc que lui et ses frères et sœurs ont carrément subi les doctrines religieuses de leurs parents. J'ai donc compris que vivre dans une famille pieuse n'était pas synonyme d'harmonie et de bonheur. Et je vous explique tout cela car ça aide à mettre en contexte ce qui va se produire par après. La ferme était donc leur univers, les règles y étaient dictées par Dieu, et la vie y était réglée en fonction des saisons et des travaux dans les champs. Évidemment, le père de la famille prenait soin de ses terres comme de la prunelle de ses yeux. C'est un peu comme dans la nouvelle de Stephen King, 1922. A man's pride was a man's land. La fierté d'un homme, c'était ses terres. Ai-je donc besoin de vous mentionner que rien ni personne ne pouvait faire quoi que ce soit aux terres de la famille de Martin. Cependant, par une nuit d'août, le patriarche n'a eu aucun choix de baisser sa garde. C'était une nuit comme les autres. Le vent du fleuve Saint-Laurent permettait aux champs de pouvoir s'exprimer. C'était une nuit sous un ciel mitigé entre étoiles et nuages. Lorsque Martin, qui dormait au sous-sol de la maison, avec une fenêtre donnant sur les champs, fut brusquement réveillé par une lumière bleue éblouissante qui inonda sa chambre. Étincelante et hypnotique, elle dansait sur les murs et sur le plafond. Martin resta pétrifié, incapable de détacher son regard de cette lumière. Alarmé par la même nuisance dont était témoin Martin, les parents se précipitèrent au rez-de-chaussée, mais ces fameuses lumières s'étaient déjà évanouies, laissant place à l'obscurité naturelle de la nuit. Arme d'un calibre 12 à la main, le patriarche va sortir de la maison. Dehors, l'atmosphère était d'un calme lourd, pesant, étrange. Et alors que le père scrutait les alentours, il ne repère
rien d'anormal. Le reste de la famille regardait leur bourreau, mais aussi, dans ce cas, leur protecteur, faire le tour de la maisonnée et des champs. Mais même après plusieurs vérifications, rien n'indique que quelque chose s'est réellement produit. Et à vue d'œil, les champs semblaient intacts. Par contre, on s'entend, une terre agricole, c'est pas une cour arrière. C'est quelque chose de très spacieux, de très long, de très large. Et le père de Martin va décider de prendre sa camionnette pour aller justement faire le tour et vérifier si la source de cette lueur pourrait peut-être être encore sur place. Cependant, il n'aura guère le temps de se rendre à la maison pour récupérer ses clés. À la surprise générale, plusieurs véhicules militaires surgissent de nulle part. Des véhicules remplis de soldats qui se pointent dans un village de la Gaspésie. Quelque chose de très inhabituel. Les camions entrent sur la propriété et bloquent l'entrée de la ferme familiale. Dans l'agitation, l'une des jeeps s'arrête face à la famille. D'un pas méfiant mais colérique, le père de la famille, toujours avec son calibre 12 dans les mains, va se rapprocher des occupants du véhicule. Il arbore, comme à son habitude, un air furieux, une colère déconcertante. Les militaires qui occupent la Jeep vont pointer leurs armes directement sur le patriarche, et le dernier homme, arborant une tenue laissant croire que c'est possiblement un haut gradé dans l'armée, va hurler sur l'agriculteur. Malgré les hurlements, la distance et le brouhaha de ce qui se passe présentement sur la ferme ne permet pas à Martin d'entendre ce qui se dit. Par contre, on est sûr que c'est le haut gradé qui a eu le dernier mot, car le patriarche a fini par déposer son arme au sol et a reculé. Maintenant, près de sa famille, le patriarche est complètement déconcerté face à ce qui se passe. Le haut gradé finit par se rapprocher de la famille entière et va leur dire ceci. Vous restez ici et vous ne dites absolument rien. Ce que vous voyez ici, ça ne s'est jamais produit et ça ne doit jamais sortir de vos têtes. Sinon, vous en subirez les conséquences. Suis-je bien clair? Toute résistance était inutile face à l'imposante autorité de l'armée. Après plusieurs dizaines de minutes qui avaient des allures de plusieurs heures pour la famille, les militaires vont tout simplement quitter le territoire. La maisonnée va oser sortir pour vérifier ce qui s'est passé et ce qui en est resté de tout ça. Ce qu'ils vont découvrir va bouleverser leur existence tranquille jusqu'à maintenant. Lorsqu'ils se rendirent un petit peu plus loin dans les champs, ils vont découvrir une espèce d'énorme cercle qui a abattu les récoltes sur les champs de la ferme gaspésienne. Plutôt méconnu à l'époque, on sait aujourd'hui que ce phénomène porte le nom de Crop Circle, mais avec l'indication très claire de l'armée de ne pas mentionner cette histoire-là. Et en plus, à cette époque-là, on savait très bien dans un petit village comme ça que si la famille en parlait, ils allaient perdre toute crédibilité. Il était donc hors de question que cette histoire s'ébruite. La famille va donc se retirer dans le silence, gardant ce sombre secret pendant plusieurs années. La vie reprit son cours, mais Martin n'oublia jamais cet événement. Malgré le soulagement de Martin de m'avoir partagé son histoire, dans sa tête, le doute est toujours là. Est-ce qu'il a justement vécu des tests et des expériences militaires, ou a-t-il vraiment mis le pied aux lisières du paranormal? J'ai une petite histoire bonus à vous raconter. C'est pas une histoire qui a nécessairement rapport avec les extraterrestres, mais c'est pas une histoire non plus qui est assez longue pour avoir une vidéo dédiée entièrement à elle. Par contre, elle mérite nettement d'avoir un petit peu de notre attention. J'ai toujours été curieux de l'invisible, du subtil, de ces couches de réalité qu'on ne perçoit pas nécessairement à l'œil nu. Et l'un des outils les plus simples que j'ai adopté au cours de ma vie pour justement un petit peu entrer en contact avec ce côté invisible, c'est le pendule. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, un pendule, c'est un objet qui est suspendu au bout d'une chaîne, qui est utilisé depuis plusieurs siècles pour capter des réponses venant de l'intuition, du subconscient, ou pour certains, d'énergie ou d'entités extérieures. Dans la tradition occidentale, il est souvent relié à la radiesthésie, une pratique ancienne qui remonte à l'Antiquité, utilisée pour détecter des sources d'eau
des métaux ou des réponses spirituelles. Aujourd'hui encore, on s'en sert pour la divination, les questions personnelles et la recherche de guidance. Un pendule bien utilisé est toujours en mouvement. Il oscille d'un côté à l'autre, en rond, il tourne, il dit oui, il dit non. Pour moi, par exemple, lorsqu'il fait des lignes de haut en bas ou du nord vers le sud, ça veut dire oui. Lorsqu'il fait des cercles, ça veut dire non. Et après avoir entendu certains témoignages par rapport au pendule, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à vivre certaines expériences, pour le moins, intenses. Lorsque j'ai reçu ce témoignage-là, j'étais content de voir que j'avais un petit peu les mêmes habitudes que mon interlocuteur. Au début de chaque séance, on pose des questions banales et évidentes pour s'assurer que le pendule est en quelque sorte bien rodé. Est-ce qu'il fait soleil à l'extérieur? Est-ce que nous sommes le 21 mai 2020 par exemple? De cette façon, un petit peu comme le logo de Wi-Fi sur votre téléphone, on s'assure qu'on est bien connecté. Ensuite, on passe un petit peu plus aux questions personnelles. Donc, mon interlocuteur, Jasmine, à ce moment-là, va poser des questions par rapport à sa vie personnelle. Sa relation amoureuse, son travail, ses investissements, vraiment sur toutes sortes de choses. Les réponses venaient, parfois c'était lent, mais la plupart des réponses étaient nettes, précises, concises. Mais tout a changé avec la question suivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose avec moi? Lorsque Jasmine a posé cette question-là, le pendule s'est figé, immobile, silencieux, comme si le monde retenait son souffle, comme si le temps s'était arrêté. Elle s'est tendue, elle a attendu, rien. Elle a reposé la question encore et encore mentalement, toujours aucune réponse. Et elle a continué, elle a insisté, elle a fini par poser la question verbalement, très clairement, de plus en plus fort. Est-ce qu'il y a une présence ici? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Toujours rien. Le pendule était fixe, complètement figé. Comme si c'était contre nature. Il est habituellement toujours en mouvement. Mais là, c'est comme si on avait perdu la connexion. Et c'est à force d'insister qu'elle a obtenu une réponse qu'elle ne s'attendait pas à recevoir. Ce n'est pas le pendule qui a répondu, mais son téléphone. Les messages et les appels se sont mis à sortir l'un après l'autre. 2 appels entrants et plusieurs textos, tout en même temps. Une cascade de notifications. Tout cela en quelques secondes. Un déluge de connexions humaines totalement brusque, comme un barrage qui cède. Son cœur s'est mis à battre très rapidement. Elle a eu la sensation étrange que quelque chose venait d'intervenir. Un peu comme si la question qu'elle avait posée devait rester sans réponse. Depuis ce jour, moi et Jasmine, on reparle souvent de cet événement-là. Est-ce un hasard? Une coïncidence technologique? Ou sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, un message? Jasmine me rassurait souvent par rapport à ça. Elle me disait souvent qu'elle cherchait pas à me convaincre, sachant très bien que j'étais pas dupe et que je croyais pas n'importe quoi. Mais ce qu'on sait, c'est que ce jour-là, le pendule, vieux comme le monde, n'a pas simplement cessé de répondre. Il a fait taire Jasmine. Et bien sûr, je me suis posé la question, était-ce justement une coïncidence? Ou Jasmine, as-tu finalement mis les pieds aux lisières du paranormal? Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite maintenant à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez une histoire à me raconter, écrivez-moi, les infos sont en description. Et si vous désirez continuer l'aventure aux lisières du paranormal, vous pouvez poursuivre avec cette vidéo affichée à l'écran.